Voilà, donc notre soirée spéciale avec notre partenaire l'acteur.com, qui est le site de la Fondation Orange. Et nous avons la joie de recevoir les 5 auteurs finalistes du 13e prix Orange du livre 2021. Nous sommes un certain nombre sur, j'allais dire sur ce plateau, c'est pas tout à fait vrai, sur ce plateau virtuel, mais il manque les jurés du prix Orange qui doivent être quelque part là derrière, en tout cas dans les commentaires bientôt, j'espère, parce que si vous êtes là, mesdames et messieurs, vous êtes deux messieurs, oui, si vous êtes là, c'est grâce à Maëlys Bessery, M. Leboum, Franck Bouys, Julia Kerninon et Guillaume Cyr, qui étaient le lauréat de l'année 2020. Et puis deux libraires que sont Olivier Lostis, donc, qui est libraire à Esperluette à Chartres, Bruno Lamarque de la Renaissance à Toulouse, et 7 lecteurs que sont Patrice, Marie, Caroline, Cécile, Laurent, Chantal et Sophie. Nous sommes d'accord que ce sera le 13e prix Orange, puisque le prix Orange existe depuis 2009. Donc c'est un prix qui récompense un livre écrit en langue française, donc publié entre le 1er janvier et le 31 mars de l'année en cours. Donc c'est la fameuse deuxième rentrée de janvier qui a pris une très très grande importance depuis une quinzaine d'années. Et le président, sans qui rien ne serait possible, c'est Jean-Christophe Rufin qui nous gratifie de sa présence et on est très content de vous voir là. Jean-Christophe, bonjour. Bonjour, merci, tout serait possible, Karine. Donc bonjour à tous. Juste un mot. Ah oui, juste un mot pour remercier moi aussi le jury parce que ça a été la deuxième année que nous avons vécu un prix Orange de guerre avec voilà tout en visio. C'est beaucoup moins drôle, c'est beaucoup moins facile, mais finalement tout le monde a joué le jeu et voilà, ça s'est finalement très très bien passé. Alors je vous rappelle le principe. Ce qui donne tout son poids à cette rencontre d'aujourd'hui, c'est que le prix Orange démarre avec très très peu de sélection, c'est-à-dire qu'on démarre avec un très grand nombre de livres qui sont en course, qui sont en lice, près de 70, je ne me souviens plus combien il y en avait cette année. Quand je dis ça donne son prix, c'est que les 5 finalistes sont donc déjà les vainqueurs d'une compétition très dure qui avait mis aux prises de très très nombreux ouvrages. Et par conséquent, ce choix final est déjà un choix pour nous qui a été très difficile parce que c'était une sélection qui était de grande qualité. Nous avons eu souvent du mal d'ailleurs à nous départager. Hein. Parfois, même arriver à 5, c'est compliqué parce que finalement, on avait la tentation de dire mais pourquoi on n'en laisse pas 7 ou 8 ou 10, pourquoi pas 70. Donc finalement 5, voilà, et c'est très important parce que c'est déjà en soi, vous devez être, j'allais dire, moi je vous félicite à titre personnel et vous devez être vraiment conscient que cette sélection était le fruit de passion. Si vous êtes là, c'est parce que des jurés, beaucoup de jurés vous ont défendu, vous ont aimé vos livres et que finalement ils étaient bien contents de ne pas avoir à aller plus loin pour désigner un seul lauréat. Voilà. Et quel que soit celle ou celui qui sera désigné, eh bien, de toute façon, les autres n'auront pas démérité. Et d'ailleurs, vous serez associé à la remise du prix qui, je crois, sera décalée puisque on attend la possibilité de pouvoir tous de nouveau se faire la bise, se tripoter, enfin bref, ça nous a beaucoup manqué, non pas de se tripoter, mais de pouvoir se voir, se toucher. Voilà. Et on espère bien qu'en septembre, quand la remise du prix se fera, elle se fera dans des conditions moins limitées que l'année dernière. Voilà. Et en tout cas, vous serez là. Ce qui veut dire qu'au fond, les lauréats du prix Orange, c'est vous 5. Et après, par un processus qui nous échappe d'ailleurs complètement, puisque c'est le vote du jury, mais surtout le vote des internautes, effectivement, il faudra bien que l'un d'entre vous gagne. Voilà. Mais au fond, peu importe, et on est très heureux que ça nous donne l'occasion ce soir de vous voir chacun, alors pas tout à fait en vrai, mais presque, et de vous entendre, et au-delà de vos livres qu'on a donc tous aimés, de vous connaître un petit peu mieux et finalement de faire connaissance avec vous en tant que créateur, en tant qu'écrivain, quel projet vous avez porté, comment vous avez abouti à ces livres. Voilà, c'est ça qui nous intéresse ce soir. Et encore une fois, merci
d'avoir pris un peu de votre temps pour y participer. Ça nous sera vraiment très utile et je suis sûr que tous ceux qui sont à l'écoute et derrière leur écran aujourd'hui sont très impatients et c'est pour ça que je me tais de vous entendre. Alors, donc on va commencer et on va faire connaissance avec vous à travers vos textes. Le principe est tout simple. Je voudrais savoir quand même quel sujet vous avez traité dans vos différents livres. Il y a sur vous 5, il y a 3 premiers romans et 2 deuxièmes romans. Je félicite aussi l'audace et vraiment le caractère de défricheur et de découvreur de ce prix Orange en particulier cette année. Et donc, on va vous demander de quoi vous avez eu envie de traiter dans ces œuvres de jeunesse. Je vais peut-être commencer avec Alfred de Montesquieu, qui a publié L'Étoile des frontières aux éditions Stock. Alfred, c'est un premier roman. C'est l'histoire de 3 hommes et une femme. Qui sont-ils? Que vont-ils chercher? Et de quoi s'agit-il? Surtout donc, oui, effectivement, c'est un roman, c'est une fiction. Le héros est un garçon qui s'appelle Olivier, qui est un petit peu paumé, qui cherche ses origines familiales, qui est orphelin, qui comprend que ses racines familiales sont en Syrie, donc il cherche désespérément à aller en Syrie. Et il est retoqué à la frontière dans une scène un peu burlesque. Et il rencontre un reporter de guerre plus chevronné. Et en fait, ça devient une histoire un peu picaresque de traversée de la frontière syrienne, d'où le titre du livre, L'Étoile des frontières. Ils sont projetés en fait dans la clandestinité, dans ce qu'on appelle une ONG pirate, une petite ONG qui aide à la fois la rébellion syrienne et qui en même temps fait de l'humanitaire, mais fait aussi du trafic d'armes, etc. etc. Et en fait, on suit un peu les aventures par les yeux d'Olivier, sa naïveté un peu, qui découvre cet univers. Voilà, et donc c'est la frontière entre le Liban et la Syrie où se passe le livre, et c'est aussi un peu métaphoriquement la frontière entre le monde des vivants, quoi, et celui de la guerre, qui est comme une espèce de membrane invisible. Et c'est pas des presque morts, mais c'est un univers dans lequel on peut mourir à n'importe quel moment. Et du coup, l'ordre bourgeois, enfin l'ordre de nos vies à nous est normal, est complètement mis sans dessus-dessous par la possibilité de la guerre. Et bon, après, effectivement, il y a un troisième garçon qui en fait est un djihadiste. Et puis, au milieu de ces 3 hommes, il y a une femme qui émerge comme l'héroïne, qui s'appelle Nejma. Nejba, ça veut dire l'étoile en arabe. L'étoile, c'est un soleil lointain, et ces 3 hommes orbitent autour de ce soleil, mais qui aussi les aspire, et ils ne vont pas tous en sortir vivants. Il y a dans ce livre aussi un effet de la guerre. Vos personnages sont changés, bien sûr, par ce qu'ils traversent. Enfin, ils s'adaptent aux événements et aux conditions parfois dramatiques ou même tragiques qu'ils traversent. Mais on a l'impression aussi que la guerre est une sorte de poison qui infuse et qui modifie leur comportement et leur rapport à la vie. Oui, vous dites poison, mais c'est presque un peu une drogue. C'est-à-dire que, et ça c'est vrai, je l'ai vécu en tant que... Moi j'étais reporter donc dans les zones de guerre pendant très longtemps. Je ne suis plus tellement aujourd'hui, mais je l'ai beaucoup été. Et en fait, malgré l'horreur, malgré la violence et la souffrance, en fait, il y a quelque chose c'est horrible à dire, mais d'étrangement beau. Pas le côté kiffant de la violence, mais il y a, si vous voulez, en fait, ça exclut la médiocrité. C'est-à-dire que les gens deviennent c'est comme un verre grossissant, c'est une loupe. Et donc, les gens deviennent des héros magnifiques ou des salauds magnifiques et horribles, si on veut. Mais ça a beau être un endroit inhumain et plein de souffrance, c'est un endroit qui magnifie notre humanité, en fait. Et qui, du coup, est assez attirant parce qu'on découvre des sentiments très forts et des êtres humains très forts. Et évidemment, en tant que journaliste, j'ai été happé un peu par cet univers-là. L'un des héros du livre l'est un peu, mais il faut savoir garder sa distance. Et le héros principal, qui est Olivier Voisin, Olivier Méry dans le livre, pardon,
Parce qu'en fait, dans la vraie vie, il y avait un très bon ami à moi qui s'appelle Olivier Voisin, qui est mort du coup dans des circonstances proches de celles du livre, en Syrie. En fait, c'est comme ces papillons qui sont attirés tellement fort par la lumière qu'ils finissent par se cramer, quoi. Donc, il faut arriver à s'approcher et en même temps à garder une forme de distance. Oui, voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est une expérience qui est tellement différente de la vie normale qu'on peut finir par trouver ça beaucoup plus exaltant finalement que de prendre le métro, payer ses factures, là, enfin, remplir les fiches d'impôts, là, comme on a fait il y a quelques jours et tout ça. Donc, on peut être attiré en fait par cet univers-là. Il y a une forme d'étrange beauté. Oui, et avoir du mal à en revenir en fait. Complètement. C'est un peu ça. Merci à Fred. On n'a pas sélectionné de livre sur les impôts. Finalement, il faudrait voir l'année prochaine. Peut-être le prochain Welbeck sera consacré à ce sujet. Il est capable de s'emparer de ce genre de choses de notre quotidien. On va parler d'un livre qui n'est pas du tout non plus quotidien, avec Isabelle Duquesnoy. Alors, je montre, pardon, Alfred, je montre votre livre, qui est celui-ci. Et Isabelle Duquesnoy, donc pardon, les livres, ils ont un petit peu souffert parce que je les ai un peu maltraités. Donc Isabelle Duquesnoy, La Paqueline ou les mémoires d'une mère monstrueuse, donc publié à La Martinière. Donc c'est votre deuxième roman après L'Embaumeur. D'ailleurs, on va dire que c'est un motif récurrent aussi dans ce livre. On est au moment juste après la Révolution. Que se passe-t-il? Qui est Paqueline? Quelle est la part monstrueuse que vous évoquez? Elle est à la fois peut-être physique pour l'époque, bien sûr, et comportementale. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette histoire, Isabelle, que je ne vois pas? La Paqueline, vous m'entendez? Oui, ça y est, oui. Bon. La Paqueline est la maman d'un jeune garçon des faubourgs parisiens qui est devenu embaumeur après avoir exercé plusieurs petits métiers comme la ramastique, le ramassage de cadavres flottant sur la Seine. Donc, par un concours de circonstances, il se retrouve apprenti embaumeur. Il va devenir très riche, très connu. Il va découvrir aussi le trafic d'organes qui s'effectuait avec les artistes peintres de la fin du XVIIIe jusqu'à la première moitié du XIXe siècle. Comment vous expliquer? Ce jeune homme, donc, quand il a découvert le trafic d'organes, s'est rendu compte que les cœurs des rois de France momifiés avaient été utilisés pour fabriquer un pigment que l'on retrouve dans nos musées nationaux sur certaines peintures. Donc, mon travail d'historienne m'a permis de retrouver la trace de ces peintres, des peintures, notamment plusieurs qui sont exposées au Louvre, et expliquer de quelle façon les artistes râpaient ce pigment pour obtenir, râpaient les cœurs momifiés pour obtenir ce pigment marron qui ressemble un peu à du caramel pas trop cuit. Et donc, la Paqueline est la mère de cet embaumeur. Donc, l'embaumeur avait fait l'objet d'un roman précédent. Paqueline est sa mère. Elle est monstrueuse parce qu'elle n'a jamais aimé ce fils. On découvre évidemment dans le livre pourquoi. Et parce que pendant que son fils embaumeur richissime se retrouve en prison, elle reprend le commerce alors qu'elle n'est absolument pas douée pour l'embaumement, mais elle se lance à son tour dans un autre trafic d'organes qui a réellement existé fin 18e et début 19e et qui consistait à fabriquer des objets du quotidien avec de la peau humaine. Alors, comme le sujet est assez sinistre, je fais la balance en utilisant énormément d'humour. Donc, c'est ce que les lecteurs semblent apprécier d'après les retours que je reçois. On dit le roman est à la fois horrifique et hilarant. Donc, les détails techniques et historiques que je donne sont avérés. Ensuite, les propos de mes personnages permettent de faire passer des informations auxquels nous avons tous droit, puisque ces objets du quotidien qu'on peut encore trouver
aux enchères existe vraiment, ça fait partie de notre histoire, mais pour faire passer un peu le récit, la pilule et les détails glauques, j'utilise énormément d'humour. Voilà. Mais donc Pacqueline est monstrueuse parce qu'elle commet des actes monstrueux et parce qu'elle n'aime pas son fils. Alors, nous sommes en 1798. Vous utilisez l'humour, mais c'est un humour très contextualisé, c'est-à-dire qu'on vous recrée à travers la langue, même essentiellement, toute l'ambiance de cette époque. Et en restituant aussi le parcours de Pacqueline qui permet en effet de la démonstrualiser. Le mot n'existe pas, et pardon à Jean-Christophe qui est académicien, au fur et à mesure du livre. Elle se rédime en fait dans nos esprits de lecteurs au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'il vous a fallu mettre en place pour arriver à nous plonger dans cette époque sans faire roman historique et en étant presque plus proche de Gargantua que de Guy Descartes, vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est difficile pour moi de vous répondre parce que j'écris ce que je ne trouve pas en librairie, mais je ne me sens pas capable d'écrire autrement. Alors, je veux mettre de l'humour, pour moi c'est très important, dans les dialogues qui servent à expliquer des choses vraiment sinistres, mais j'aime que mon corps de texte soit très littéraire. Mais bien que nous soyons dans ce livre fin 18e, je ne veux pas non plus plomber le lecteur en utilisant un langage en vieux français. Donc j'utilise les vieux jurons, les vieilles insultes. Et pour aérer un peu l'esprit du lecteur, j'ai choisi de faire en sorte que Pacqueline soit racontée de manière omnisciente dans les actes qu'elle commet le jour où le lecteur lit, et concomitamment alternée avec des chapitres durant lesquels elle raconte son enfance et sa vie de femme, à la fois dans un bordel parisien du 18e, avec une maman qui faisait courir le tout Paris, puisqu'elle avait une particularité physique qui attirait beaucoup de clients, jusqu'au jour où elle est défigurée et on l'envoie en Normandie. Donc là, j'utilise un peu de patois normand, mais de manière à ce que ce soit toujours accessible au lecteur. C'est mon souci, en fait, c'est de raconter une partie de notre histoire qui nous appartient, qui est souvent tue ou peu expliquée par les historiens, parce que ce n'est pas gai, parce que c'est peut-être pas vendeur, mais je trouve que force, détail et humour, justement, rendent les choses fluides et attrayantes. Merci Isabelle. Je vous en prie. À tout de suite. On va passer à Constance Joly, Over the Rainbow, publié aux éditions Flammarion. Alors, il y a un bandeau, hein, il est là d'ailleurs, pardon, mais je m'en sers de marque-page, vous voyez, hop, en complet, il est comme ça. Je ne sais pas si vous êtes là, Constance. Donc ça, c'est votre deuxième roman, après Le matin est un tigre, qui a été publié il y a donc 2 ans. Oui. C'est une histoire. Alors d'abord, est-ce que c'est un roman ou est-ce que c'est un récit plutôt? C'est plutôt un récit quand même, non? Non, j'aime bien dire que c'est un roman. Bien sûr, il y a une dimension autobiographique évidente, ne serait-ce que par l'emploi des prénoms que sont ceux de moi et de mon père. C'est l'histoire de mon père, hein. Il y a donc l'histoire de la relation que j'ai entretenue avec lui pendant les 23 années où je l'ai connu. Mais ce n'est pas un récit dans la mesure où il me semble que tout souvenir est déjà une construction. La réorganisation narrative est un choix littéraire qui obéit aux mêmes règles que la fiction, en fait, pour moi. C'est une histoire de silence, d'images éparses que j'essaie de faire communiquer et dont j'essaie de faire dialoguer ensemble. Donc le terme de récit me semblerait pas absolument juste. J'ai procédé par petites scènes, comme un film Super 8 que j'animerais, que je réanimerais, pour donner à voir en fait l'itinéraire complète de la trajectoire d'une vie.
elle est nécessairement fictionnelle dans la mesure où c'est une histoire qui s'étend sur 30 ans, des années 60 aux années 90. Moi, je suis née à la fin des années 60. Du coup, évidemment, par définition, je n'étais pas là pendant tout un moment de l'histoire et je la reconstruis d'après images, anecdotes et rêveries. Donc, en fait, l'histoire, c'est celle de Jacques. L'histoire, c'est celle de Jacques, qui est un produit de la petite bourgeoisie niçoise et qui tente de répondre à tous les critères de respectabilité qu'elle lui impose et qui, pour ce faire, fait des études brillantes, devient professeur d'italien et, à l'inverse de son frère qui a été découvert qui a fait un coming out sur son homosexualité, Jacques, qui pourtant sent en lui cette inclination sexuelle, se marie à une enfant, Constance, moi, et à la suite d'une rencontre et surtout en prenant en compte son mutisme, son malheur, sa misère existentielle, fait le choix d'assumer cette vie-là, qui dans les années, au mi-temps des années 70, est un choix difficile à faire, et qui quitte donc sa femme et sa fille pour vivre avec un homme. C'est l'histoire de sa fille également, donc qui vit de façon temporaire dans deux humeurs très différentes, avec ce couple homosexuel radieux et avec cette mère qui, par le même événement, se trouve effondrée à terre. Et c'est l'histoire aussi d'un corps donc empêtré par un mariage malheureux, d'un corps révélé par son identité enfin assumée, puis d'un corps meurtri, martyrisé par la maladie nouvelle qui arrive dans les années 80-90, le sida, et qui meurt juste avant l'arrivée des trithérapies. Donc c'est l'histoire à la fois intime de la relation que j'ai eue avec mon père, et puis l'histoire aussi d'un silence qui traverse 30 années et qui se métamorphose au gré des oscillations aussi d'une société très muselée sur la question, quoi. Voilà, donc c'était un peu ça que j'avais envie de... Ça marche. Oui, non, mais ça, c'est ce qu'on a lu. Il y a quelque chose de très lumineux à côté de cette maman qui a du mal à se reconstruire, qui est très détruite pour plein de raisons, par amour, etc. Mais il y a quelque chose de lumineux dans l'itinéraire de Jacques. Et en même temps, la figure du damné, du martyr, est totalement le fil rouge du texte, avec des couleurs. Isabelle parlait tout à l'heure des cœurs des rois dont on faisait des pigments. Il y a quelque chose, c'est très... on retrouve beaucoup la peinture italienne du Caravage, par exemple. Il y a ces ambiances-là qui sont ces clairs-obscurs, qui sont vraiment des images très, très fortes en vous lisant. Voilà, je voulais savoir si... Oui, c'est vrai que mes parents étaient férus de la peinture, en particulier néoclassique. Ma mère a étudié le Caravage spécifiquement. Et j'avais un décor de chambre d'enfant pour le moins effrayant, dans la mesure où trônait au-dessus de mon lit un damné aux enfers qui mordait des serpents. Avec des yeux révulsés, et cette phrase « ce cœur est plus dur qu'un rocher si ce feu ne le peut toucher ». Il y avait des vierges martyrisées. Mon père aimait particulièrement les scènes bibliques de massacre des innocents, etc. Et on peut y lire rétrospectivement comme dans ce silence, c'est un livre qui est né du silence, de plusieurs silences, à la fois intimes et sociétaux. Ça peut être des figures hurlantes qui expriment quelque chose qui est du domaine du caché. Ces damnés font référence aussi aux damnés la façon dont se vivait la communauté homosexuelle à l'époque, et peut-être encore un peu aujourd'hui malheureusement, et les reclus, les punis, quoi, les pestiférés. Donc il y avait des scènes comme ça au mur qui criaient ce qu'on me taisait à moi,
de façon extrêmement dramatique. Et c'est vrai que le sang est omniprésent, et cette matière dont vous parlez, Isabelle, entre le marron et le rouge profond, c'est les couleurs de mon enfance. Ouais. Merci Constance. Dimitri, on va passer à vous Annie, hein, ne vous inquiétez pas forcément. On terminera avec vous. Dimitri Rouchon-Bory, Le démon de la colline au loup, publié aux éditions du Tripode. Il est là. Voici. Alors ça, c'est un premier roman, et on va rester dans une thématique familiale également. Enfin, ouais, on va dire ça, familiale. Dans un style particulier et dans une histoire où vous avez réussi à créer un personnage qui vient au mot et qui décrit un monde dans lequel il n'y en a pas. Dimitri, de quoi parlez-vous dans Le démon de la colline au loup? Je pense que c'est le récit d'un combat intérieur. C'est le combat intérieur d'un homme qui est en prison et qui est en train de vivre ses derniers instants, et qui sent bien qu'il lui reste une dernière chose à faire. Enfin, c'est ce qu'il espère en tout cas, c'est de sauver son âme, ou de sauver ce qui peut encore peut-être être sauvé de lui, et qui pour cela va se mettre à écrire. Et il écrit parce qu'il essaie peut-être de se rassembler un peu lui-même, et de rassembler tous les petits morceaux éparpillés du chaos qu'a été son existence. Et c'est quelqu'un qui, effectivement, essaie de raconter, alors qu'il n'a pas, il a pas les moyens de raconter. Il n'a pas le langage, il n'a pas l'éducation. Et c'est un petit bonhomme comme ça qui va nous emmener à travers son histoire d'enfant candide qui traverse en fait un peu les pires horreurs, et qui les subit, mais qui finit par les commettre lui-même. Et qui raconte un peu de quelle manière comment il peut essayer de se regarder lui-même en face à la fin de sa vie, après avoir vécu et fait tout ça. Et il est obsédé par une chose, hein. Lui, il explique ce qui lui est arrivé par l'idée d'un démon qu'il aurait hérité de ses parents. Et il va se battre avec cette idée-là, avec le peu de moyens intellectuels qu'il a pour comprendre tout ça. Ça l'amène en fait finalement aux questions les plus métaphysiques qui soient. Alors voilà, c'est un petit enfant naïf, un enfant philosophe qui traverse un peu la monstruosité, l'horreur, des choses très difficiles, mais qui reste toujours humain et toujours en quête de sens. Voilà, et donc c'est un livre qui raconte ça, qui raconte aussi forcément un peu la maltraitance, la problématique de la maltraitance infantile, et qui raconte aussi un peu la justice, qui raconte plein de choses, et qui nous raconte un peu aussi, même si nous, on ne traverse pas des épreuves comme celle-là. Il y a quelque chose d'une genèse en fait que vous racontez. Au commencement était l'indifférencié dans ce livre. Cet homme vient d'un magma, donc d'une enfance qui n'est pas une enfance, qui est un état de vie dans ce qu'il appelle un nid, et avec non pas des moyens d'élaboration même pas intellectuels mais mentaux, mais qui sont des moyens d'élaboration sensorielle en fait. C'est comme ça qu'on raconte le début de l'humanité à travers ce livre. C'est presque cet état il va chercher ses premiers souvenirs presque avant le langage, et en fait ça l'amène dans cet état de ce qu'il appelle le nid, où les êtres se reconnaissent par l'odeur et par la sensation de chaleur qu'ils s'offrent les uns les autres, et c'est pour lui à la fois presque l'origine de son malheur, parce que effectivement c'est pas normal, c'est déjà pas normal, et en même temps pour lui c'est le souvenir presque du bonheur, parce que c'était le moment où il n'y avait pas de conscience. Donc comme il n'y avait pas de conscience, il n'y avait pas de souffrance. Il y a il y a aussi il y a beaucoup de choses sur les noms notamment qui ne sont pas il se passe quelque chose au moment où on est nommé. Ils ne sont pas tous nommés dans votre livre, mais il n'y a pas de virgule. Vous avez un style particulier. Il a fallu arriver à nous donner une fluidité, quelque chose d'un texte qui se donne. Et pourtant, nous n'avons pas les virgules pour appuyer notre regard et notre souffle. Comment avez-vous fait cela? D'où cela vient? Vous n'avez pas les virgules.
Vous aviez un Ça problème vient... de clavier En fait, ça vient avec Duke, le personnage qui se raconte dans le livre. C'est au moment où moi, je commence à écrire les premières lignes du livre et où lui euh, apparaît d'une certaine façon, il est là avec ça, il est là déjà avec ce langage-là, ce qu'il appelle son parlement, c'est-à-dire c'est la langue de quelqu'un qui n'a pas les mots, mais qui va essayer quand même de comprendre des choses très compliquées. Et cette langue s'est imposée très naturellement pour moi, comme presque... Je ne l'ai pas calculé. C'est après qu'on se dit, tiens, qu'est-ce que j'ai un peu fait c'est quoi cette écriture? Mais elle était évidente et c'est parce qu'il y avait cette langue-là que j'ai tenu le livre, en fait, et que j'ai pu écrire des choses difficiles dans ce livre. Sinon, ça n'aurait pas fonctionné du tout. Donc, c'est compliqué à dire parce que ce n'est pas un projet, cette langue. Ce n'est pas quelque chose que j'ai calculé. J'ai écrit comme ça. Et après, je me suis rendu compte de ce que j'avais fait. Merci Dimitri. Ah non, merci à vous. À tout de suite. Annie Lulu, La mer Noire dans les Grands Lacs, publié aux éditions Julliard. Alors, on a encore un texte qui s'appuie sur la langue. C'est un premier roman. C'est une palabre, comme Nili, le personnage, le dit. Nili va donner la vie à un petit garçon. Enfin, en tout cas, elle pense que ça sera un petit garçon. Et bien, que raconte le texte, Annie? Raconte son histoire à travers sa voix particulière, puisque son enfant à naître est dans son ventre et il va naître dans quelques heures ou quelques minutes, on ne sait pas trop. Et elle éprouve un besoin irrépressible de lui dire toute son histoire avant qu'il vienne au monde. Alors, cette histoire, bien entendu, c'est celle d'une jeune femme qui a connu pas mal de problèmes pour se construire, puisque Nili est née en Roumanie à la fin de l'époque communiste, au moment de la révolution contre Ceausescu, d'une maman roumaine et d'un père qui était un étudiant africain qui est reparti au Congo et qu'elle n'a jamais connu. Et elle a grandi dans une société où il lui était impossible de se reconnaître. Il lui était impossible de reconnaître dans le visage de l'autre quelque chose, ou dans le comportement de l'autre, quelque chose qu'elle puisse partager, parce qu'elle s'est inscrite d'emblée en manque de ce père, justement, qui lui aurait permis de se construire. Et elle grandit avec sa mère, qui est une femme magnifique, d'une exigence extrême avec elle, et pour qui elle est aussi une erreur, et qui aurait souhaité ne jamais avoir cet enfant. Et Nili va décider d'elle-même, à un moment de sa vie où elle devient une femme, de se déplacer géographiquement pour aller faire ses études en France. Et puis, dans une rue, elle entend son nom de famille, le nom de son père, et elle comprend que ça veut dire quelque chose en lingala. Et là va commencer son voyage vers le Congo, qui va la conduire à aimer, à devenir une femme, apprendre à être une personne, apprendre la difficulté de la liberté et à donner naissance à cet enfant à qui elle raconte son chemin, qui est en même temps une lutte, puisqu'elle va rejoindre une lutte collective et une lutte intérieure qui va finir par une forme d'épanouissement. Elle part à la recherche de son père. Est-ce qu'il fallait trouver son père pour devenir mère? Pardon, c'est une tarte à la crème, mais... Dans son cas à elle, oui. Dans son cas à elle, tout à fait, parce que ce que j'ai essayé de laisser entrer dans ce roman, ce que la voix de ce personnage portait, c'est l'idée qu'il faut s'inscrire quelque part. En tout cas, elle, c'est le choix qu'elle a fait, celui de s'inscrire. Et pour s'inscrire, ça veut dire qu'il faut avoir conscience de sa place dans le continuum des générations, qu'il faut avoir conscience de sa place en tant que personne et de ce qu'on peut partager avec l'autre et de comment on se tisse et on se construit justement à l'aune de ces rencontres qui sont en même temps des rencontres du passé, les noms de ceux qui nous ont précédés et les rencontres bien vivantes d'aujourd'hui, des gens qui se tiennent debout et qui luttent tous les jours. Elle rencontre un collectif de militants citoyens, des jeunes gens qui font des manifestations pour avoir de l'eau potable dans la ville ou pour avoir des élections, par exemple. Et c'est en rencontrant ce collectif qu'elle va véritablement rencontrer son père.
enfin, j'en dis pas plus, mais Non. c'est véritablement en rencontrant ce collectif qu'elle va rencontrer son père et qu'elle va se rendre compte qu'elle s'inscrit, elle, en tant que femme, comme étant la fille de quelqu'un. Et c'est ce qui lui permet de devenir la mère de quelqu'un. Et donc, plutôt que d'aborder les choses par le biais de l'identité, par le biais des catégories qu'on connaît, qui sont fatigantes, qui sont pas pertinentes pour parler de la vie, pour essayer d'approcher cette intensité de la vie et comment une personne se construit, ben Nili, elle choisit d'aborder les choses par la question de la filiation. Qui je suis, après qui et avant qui. Mmh. Il y a aussi l'histoire, hein, puisque Nili traverse, elle naît au moment d'une révolution et d'une révolution à une guerre, en fait, hein, d'un continent à l'autre, mais d'une révolution à une guerre. Il y a aussi des choses très intéressantes dans votre livre, ça c'est juste un énorme teasing sur le rôle des Africains en Roumanie après l'effondrement du régime des Ceausescu. C'est des choses comme ça qui sont intéressantes et qui mettent beaucoup de choses à un joli niveau, je trouve. Alors, on va peut-être avoir un peu de temps pour vous poser 2-3 questions générales. Il y a beaucoup la maman quand même dans vos textes. Annie, c'est voilà, pourquoi la maman mais même également Constance, hein, tout à l'heure, parce que la maman, elle est en creux tout le temps, la maman aussi. Donc, alors peut-être Alfred, lui, est beaucoup plus sur la question du voyage initiatique et de la recherche de l'origine, mais justement, c'est intéressant. Qu'est-ce qui vous aviez besoin d'aller chercher, justement, besoin d'enracinement tous, d'aller chercher, ancrer quelque chose? Et je vais vous poser cette question semi-psychanalytique, donc vous allez faire ce que vous voulez. Annie. La mère est présente parce que c'est le seul référent qu'a eu ce personnage. Et quand j'ai commencé à écouter la voix de cette jeune femme qui est née dans des vers de poésie, au départ, je ne voulais pas l'écrire comme ça, mais quand j'ai commencé à l'écouter et à la connaître, j'ai compris qu'elle avait besoin de faire un chemin de liberté pour devenir une femme et que ça passait par le fait de remettre en question la rupture qu'a opérée sa mère au moment de sa naissance, c'est-à-dire le fait de couper avec toute sa famille, le fait de se déplacer sans donner de nouvelles au père, et le fait d'introduire cette rupture dans sa vie, à elle, la mère de l'héroïne, et dans la vie de son enfant. Et toute la lutte et tout le chemin et les milliers de kilomètres que va faire Nili vers sa liberté au Congo, c'est finalement cette espèce de mécanique contre la rupture qu'a introduit sa mère de manière constante dans sa vie. Et à partir du moment où c'est elle qui est à l'origine de la coupure, du manque finalement, de l'absence du père, c'est la mère qui a choisi que le père soit absent, eh bien ça me semblait intéressant de commencer cette histoire par « voilà qui était ma mère et voilà la mère que moi je serai ». Elle se trouve entre ces deux mers, entre ces deux mondes finalement, ce personnage. Merci Annie. Constance, la question de la mère et la question du lien aussi, comment vous l'abordez dans ce livre? Alors, j'ai pas eu la sensation tellement d'aborder la question de la mère dans ce livre. C'était l'objet du livre précédent. Elle était plus abordée dans Le matin est un tigre, où c'était vraiment une histoire de mère-fille, hein, un peu vénéneuse et d'un amour toxique qui pouvait... voilà, j'avais traité cette question-là de façon beaucoup plus... elle est en creux quand même. Comme dans une fable un peu monstrueuse. Alors, elle est évidemment, il y a question d'une mère dans l'histoire d'un père et de sa fille, mais la mère est vue un peu au fond du cadre. Elle a d'ailleurs une voix particulière. J'en parle à la troisième personne. Elle vit toujours. C'est une histoire qui lui appartient et je serais bien en peine et surtout que j'aimerais pas raconter à sa place. Donc, elle existe parce qu'elle est un élément central de l'histoire, mais elle est d'ailleurs fondue. Elle est fondue aussi dans son chagrin, dans des années où elle disparaît. Il s'agit plutôt de la construction d'une femme, d'une enfant, d'une jeune fille, puis d'une femme. Comment construire sa propre sexualité, son propre rapport au désir lorsque on est
aux prises avec un père dont la question du désir est centrale, dont la sexualité est muette, métapageuse, dont la sexualité conduit à la mort. Comment se construire à travers ça. C'est encore l'histoire d'un corps et d'un autre, et d'un croisement assez funeste, et en tout cas que je trouve un peu tragique, de deux trajectoires vers l'expansion puis le dépérissement. Où est-ce que ça se croise? Et la mère est comme un témoin un peu en fond du cadre. Non pas parce qu'elle existe moins, parce qu'elle est moins importante, mais parce que c'est pas son histoire. Pour le coup, c'est de mon père Oui, oui. Enfin, effectivement, c'est la construction d'un féminin dans le lien avec la construction d'un féminin, par contre, c'est absolument là, ouais. Justement, habituellement, on construit le féminin par rapport à la mère, et là, vous le faites par rapport au lien avec le papa. Voilà, la psychanalyse a de beaux jours devant elle avec moi. non, mais ouais, c'est particulier. Merci Constance. Isabelle, là, évidemment, la Pacline, on est sur la question mère-fils, mais curieusement, il ne s'agit pas d'une émancipation d'un garçon vis-à-vis de sa propre mère, mais presque d'une mère par rapport à son fils. Elle essaye de se dépêtrer de ce lien-là, on dirait, Isabelle. Oui, ça lui est nécessaire. D'abord, parce qu'elle n'a pas réussi à aimer cet enfant malgré ses efforts, et parce que c'est aussi une question financière. Elle le soupçonne de vouloir lui croquer son magot. Donc, elle n'a pas du tout envie... c'est surtout elle qui lui croque son magot à lui. Oui, au début. Ouais. Oui, enfin après... oui. Après, elle est quand même dans l'aisance. Et cette espèce de confort pécuniaire la rend aussi craintive. Elle n'a pas intérêt à ce qu'il revienne entre ses pattes. Voilà. Après, voilà, mon personnage est bâti de cette façon. Il faut toujours un équilibre. Quelqu'un à détester, mais il faut un pendant. Donc, moi, dans mon histoire, le pendant, le sage, c'est Toussaint, qui est un ancien esclave, qui essaye de la ramener à la raison. Et puis son fils Victor en prison, qui essaye aussi de lui opposer parfois des arguments qu'elle balaye d'un revers de main, parce qu'elle a une obsession, c'est de se venger de cet enfant qui l'a couverte d'opprobre et de sa solitude, puisqu'elle n'a, on n'a pas vu le bandeau, mais elle n'a pour seul compagnon qu'un paon dont la queue a cramé dans un incendie. Mais je dois dire que je ne suis pas la fille d'une mère monstrueuse, et je ne crois pas être non plus une mère monstrueuse. Mais j'ai remarqué que notre société, enfin la société contemporaine, oui, il est joli ce pan, hein, mais celui-ci donc n'a pas perdu sa queue. Et d'un point de vue psychanalytique, il peut être intéressant que Pacline récupère un pan mâle dont la queue a disparu. C'est peut-être à explorer. Je vous laisse maîtresse de cette découverte que vous faites sur votre propre texte. Oui, à l'instant, vraiment à l'instant. Et d'ailleurs, elle écrit avec les restes de cette queue sacrifiée sur les murs de son fils. Pas exactement. Elle dit qu'elle écrit en lui arrachant une plume de vol. La plume de vol, oui. C'est l'aile. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Mais enfin, c'est quand même avec les... Oui, bon, très bien. Oui, je détourne les choses. Hein. Oui, non, mais moi, je précise parce que j'ai longtemps eu des perroquets. Et donc, la plume de vol, c'est toute une histoire, et c'est une guerre entre ceux qui coupent les ailes et ceux qui ne le font jamais. Évidemment, je fais partie de ceux qui ne le font jamais et qui fustigent les gens qui amputent les perroquets. Voilà. Et vous n'écrivez pas sur les murs? Pauvre bête, on pensait que vous aviez écrit votre livre avec une plume de perroquet. Là, on était très mécontents, mais on est rassurés maintenant. Non, mais alors, à l'origine, il y avait beaucoup de plumes, et puis à la fin, il n'y en avait plus. Donc, Oui. Non, mais je n'aurais pas pu arracher une plume de mon dernier perroquet qui est décédé à 37 ans. Et elle avait un bec comme un sécateur, et elle ne se serait pas laissée faire. Bon, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Et mon mari n'aurait pas accepté que je gribouille sur les murs non plus. Parce que, pour tout vous dire, j'habite en Corse et un peu en Normandie. Et moi aussi, je suis en travaux. On vient de repeindre les murs en blanc. Donc, si je commence à écrire dessus, ça ne va pas coller. Non, mais vous écrivez des livres, c'est beaucoup mieux comme ça. Merci Isabelle. Alfred de Montesquieu, donc l'étoile des frontières. Là, évidemment, il n'y a pas de la maternité, mais on est quand même sur quelque chose du lien. Alors, le lien, la quête de l'origine sans doute, mais aussi le lien qui se crée dans des situations d'urgence que sont la guerre et la proximité de la mort. Est-ce que j'ai bon? Oui, bien sûr, vous avez bon, tout le monde a bon. Ça me frappe beaucoup d'ailleurs. C'est mon premier roman. Avant, j'ai écrit plusieurs livres qui sont des récits ou des récits de voyage et tout ça. Ce que je trouve stupéfiant et au début déstabilisant et maintenant très émouvant, mais vraiment émouvant. Enfin, ça me fait chaud au cœur. C'est de voir à quel point chacun qui lit en fait, remplit les blancs entre les mots, quoi. Et il y a des lecteurs ou des lectrices qui reviennent en me disant alors, votre livre parle de ça. Et parfois, c'est des trucs auxquels moi, je n'avais pas du tout pensé. Ou, enfin, chacun a sa lecture et en fait co-construit le livre que vous avez écrit. Et ça me frappe. Et donc, oui, je pense que vous avez bon, tout le monde a bon. Et effectivement, ce qui est vrai, c'est que effectivement, ça crée un accélérateur de. Ça crée des liens très très forts. C'est-à-dire que c'est un peu ce qu'on disait avant, mais c'est une espèce c'est une espèce d'intelligence laser, quoi. C'est-à-dire que ça va très très vite et on est obligé de faire des choix très très rapides qui parfois sont des choix y compris de vie ou de mort, de faire confiance à des gens ou pas, etc. Et donc les amitiés, c'est ce que je disais un peu avant sur le fait que c'était un miroir grossissant. C'est vrai aussi en termes d'amitié. C'est-à-dire qu'en termes d'amitié, on est obligé de se projeter, de faire des paris à quitte ou double en permanence dans ses actions et puis aussi dans ses amitiés. Ouais. Donc oui. Et effectivement, il y a une question de mère, mais la mère est une absente pour le héros principal. C'est-à-dire qu'il est à la quête de ses. Il cherche à comprendre. On y fait allusion au début. Et ça, c'est vrai. C'est l'une des choses que j'ai prises chez le vrai Olivier, qui était mon ami, qui était. Il se construit un récit pour lui-même où c'est plus agréable de croire qu'il a été trafiqué ou volé enfant que abandonné en fait par sa mère. Et donc, il va chercher la mère patrie dans la Syrie, sans faire de la psychanalyse des mots, mais effectivement, il va chercher une nouvelle famille chez les rebelles, comme s'il avait trouvé une famille pour se reconstituer la famille qu'il a abandonnée. Oui, tout en restant... je suis désolée. Non. Et tout en restant dans la narration d'une histoire à laquelle il participe sans trop participer, puisqu'il est constamment en train de prendre des photos, même de la mort, des photos, il se fait d'ailleurs très mal voir, parce qu'il a des initiatives qui peuvent paraître choquantes, mais au nom de son art, même si ça peut sembler très discutable à certains égards, mais il est à la fois dedans et légèrement en dehors tout le temps, ce personnage. Justement, il a du mal à trouver sa position. Il est soit trop près, soit trop loin. Mais il a toujours un petit peu un problème est-ce qu'il est trop près ou trop loin, quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à la fin, il s'y brûle. C'est qu'il ne comprend pas qu'il faut garder une distance. Et à l'inverse, Axel, qui est donc son contrepoint, dont on dit qu'il est plus cynique ou plus roublard, ou tout ce qu'on veut, a ce mérite-là évidemment, je cherche à questionner un peu aussi le métier de reporter, puisque c'était le mien. Alors, certaines personnes disent « Ah, en fait, c'est toi ». Pas du tout. Hein. Ce n'est pas du tout un double autobiographique, mais alors, pas du tout. En tout cas, je ne l'ai pas pensé comme tel, même si certaines personnes goguenardement pensent que c'est le cas. Mais en tout cas, ça questionne ce qu'est un reporter, c'est-à-dire la capacité à garder une forme de distance. Et le reporter, malgré l'empathie, malgré l'admiration parfois, sort en vie de la zone de guerre où il est, notamment parce qu'il se souvient qu'ils sont eux et que je suis moi, et que mon objectif est aussi de rentrer un moment en France en un seul morceau, sans blessure.
Oui, alors c'est aussi très intéressant dans le livre de voir les limites du reporter qui vient là pour témoigner, enfin pour prendre le témoignage, et en même temps, à quel moment on participe, à quel moment on ne fait que regarder. Enfin, il y a quand même toutes ces questions-là qui sont vachement Oui, intéressantes. mais ça, c'est des vraies questions morales qu'on se pose. D'ailleurs, pas que les reporters, mais que les humains. Enfin, bon, les humanitaires, c'est plus facile parce qu'ils sont, de ce point de vue-là, ils sont là pour aider, pour soigner, par exemple. Mais quand vous êtes face à l'injustice criante d'une zone de guerre, vous avez, surtout quand vous êtes plus jeune, mais vous avez presque toujours un peu envie de prendre les armes, quoi. En tant que reporter, vous savez qu'il ne faut pas le faire. Mais par exemple, même des humanitaires, moi, mon premier gros conflit, c'était le génocide au Darfour. Le nombre de jeunes humanitaires au Darfour qui voulaient planquer un enfant pendant un génocide en se disant j'en sauve un. Vous voyez, où je mets une femme à l'arrière du 4x4 pour qu'elle ne soit pas violée avec le reste du village. Mais alors, dans ce cas-là, on joue à Dieu. Pourquoi celle-ci, pas celle-là? Vous voyez. Donc, cette tentation qui est louable, hein, qui est humaniste, est très dangereuse. Mais j'ai pas la réponse. Hein. C'est pas genre, ça y est, maintenant je suis rodé, je sais ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. J'enseigne, hein, moi, le reportage en école de journalisme. Je me garde bien de leur donner des réponses toutes faites, parce que franchement, je les ai pas. Ce livre, c'est une fiction. Explore des questions, hein, pas forcément des réponses. C'est pas un kit, c'est pas un guide du routard, du reportage de guerre, quoi. On y reviendra avec des questions. Donc, Michel Finance pose. Tu vois, Michel, tu as déjà une partie de la réponse à ta question. Avant cela, je voudrais qu'on donne la parole à Dimitri. Donc, toujours pour le démon de la colline au loup au tripode. Dimitri, alors la question de la mère, la question du père, on n'a même pas envie de la poser dans votre histoire. Il y a quelque chose on touche dans votre histoire quelque chose de monstrueux et d'en même temps très réel. Je pense notamment à l'affaire Fourniret, parce que cette mère me fait terriblement penser à l'horrible Monique Fourniret. Alors attention, c'est pas du tout la même histoire, hein, mais il y a quelque chose de la lisière de l'humanité dans votre livre qu'on peut retrouver dans les faits divers les plus désespérants. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui est pour le coup vraiment issu de l'expérience de la couverture des procès comme journaliste. J'assiste à beaucoup d'audiences depuis longtemps, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est frappant, ça, le moment où alors ça peut paraître très caricatural, mais on est quand même heurté quand on voit une mère qui tout d'un coup ne protège pas ses enfants et qui rentre dans cette complicité-là, et c'est plus que de la passivité, c'est une façon de participer de manière très malsaine à quelque chose d'atroce, mais avec un peu de distance quand même. C'est une sorte de négligence passive qui s'associe au crime le plus fort. Et c'est vrai que je pense que ça, c'est quelque chose qui marque, parce que on a du mal à voir des affaires où des enfants sont au milieu de gens extrêmement violents et il n'y a aucun rempart. Et il n'y a même pas ce présupposé qu'on a tous que l'amour maternel ou l'amour paternel va quand même être un peu là. Et ben non, il n'y a rien. Et quand je dis il n'y a rien, c'est pas si vrai que ça. Il y a sans doute une forme quand même d'amour qui est présent même dans cette famille-là. Il y a la fraternité dans ce genre de situation, en tout cas dans votre livre. Oui, et puis les gens, les pères ou les mères qui sont concernés diraient qu'ils aiment leurs enfants. Après, c'est quelque chose, c'est une question éminemment difficile. Mais là, en l'occurrence, il y a effectivement ça. Et dans le livre, il y a une phrase qui résume ce sentiment qu'a le petit garçon, c'est qu'il rencontre après une maîtresse, il rencontre des infirmières, et il ne comprend pas pourquoi aucune d'elles n'a pu être sa mère, en fait. Pourquoi c'est distribué comme ça dans la réalité, et pourquoi on est jeté dans le monde sans faire de choix, et on se retrouve comme ça, voilà. Lui, c'était sa vie, c'était celle-là. Et il se rend compte que ça aurait pu être autre chose. Et malheureusement, c'était pas autre chose. Et il va bien falloir qu'il fasse avec ça. Et on se rend compte aussi que quand on a la malchance de tomber dans une famille comme celle-là, on n'est pas non plus si facilement sauvé par la société.
non plus. Alors ça, c'est vrai que c'est pas donc ce livre n'est pas une thèse sur le déterminisme, parce qu'il y a plein de gens qui vivent des choses très difficiles et qui s'en sortent très bien. Mais par contre, quand on est dans les cours d'assises régulièrement, les accusés sont presque toujours des gens qui sont passés par une enfance chaotique. Et c'est vrai que il y a cette voilà, quand on fait du mal à un enfant, eh bien, on lui ôte un certain nombre de choix et on va rendre plein de choses beaucoup plus difficiles, y compris le fait même de comprendre sa propre existence et de pouvoir la mener à bien, parce qu'il y aura toujours des obstacles, il y aura toujours des épreuves, même quelle que soit la vie dans laquelle on est, c'est pas facile. Mais là, c'est vraiment encore, il le dit comme ça, lui, il dit que c'est comme si on demandait à l'éclopé de marcher mieux que celui qui a ses deux jambes. Donc, Oui, voilà. oui, et il dit aussi, c'est comme ajouter du vide à du vide. Oui. Donc, c'est terrible. Et en même temps, le livre n'est pas plombant. Je voulais vous le dire parce qu'on a l'impression de brasser des choses très compliquées, mais le livre ne l'est pas du tout. Merci Dimitri. On va peut-être passer aux questions. Vous allez encore reparler. Nathalie. Je sais pas si en 3 minutes on aura le temps de faire toutes les questions. Donc ce que je propose, c'est que j'enverrai aux auteurs, parce qu'ils ont tous des questions, les questions, ils répondront et je mettrai les commentaires sous la vidéo. Par contre, je vais poser la question généraliste à tout le monde qui me semble intéressante. C'est Squirrelito qui la pose. Que représenterait pour vous de gagner le prix Orange? Merci Squirrelito. Ne vous battez pas pour répondre. Qui commence? Qui se lance? Moi, allez, je on peux va peut-être dire un petit mot. Ah oui, non, voilà. Non, très bien. non, Annie, oui, très bien. Parce que En fait, je crois qu'il y a quelque chose d'assez particulier quand, en tout cas, après l'écriture de ce premier roman, qu'on éprouve quand on travaille, c'est qu'on ne pense pas du tout à ces choses-là, en fait. Et il y a cette espèce de moteur qui se met en place où tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on perçoit, tout ce sur quoi on travaille, même par ailleurs dans la vie, on le regarde et on le sent et on le vit à l'aune du roman qu'on est en train d'écrire. Et c'est après coup qu'on se rend compte que son travail a été complètement, est devenu complètement étranger et que les gens s'en emparent. Et c'est dans des moments comme ça, comme celui qu'on est en train de vivre, où moi je me rends compte que le roman que j'ai écrit, il ne m'appartient plus du tout. Il appartient aux lecteurs qui l'ont fait voyager, il appartient à des personnes qui l'ont au fond de leur sac, il m'appartient absolument plus. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est dans ce processus, justement, de pouvoir devenir un peu étranger à son propre travail. C'est peut-être bizarre ce que je dis, mais du coup, c'est ça. Alors peut-être, je ne sais pas, pour moi, ça représenterait le fait que Nili, elle existe, qu'elle a définitivement fait sa vie, elle a fait son sac, elle est allée très, très loin de tout ce qu'elle voulait fuir. Et puis ensuite, on est tous des auteurs qui avons écrit un roman ou 2 romans, et parfois, on a d'autres activités à côté qui nous permettent plus ou moins de continuer notre travail. Moi, j'ai tout lâché pour écrire ce livre, sans filet. Donc, mais pas de vrai métier? On me l'a déjà dit ça, mais ce n'est pas un vrai métier. Reprends un vrai travail. Et pourtant, j'étais absolument passionnée par ce que je faisais. J'enseignais la philosophie au lycée. Et j'ai tout arrêté pour écrire ce roman. Parce que la voix de cette femme, la voix de cette jeune femme avait besoin d'exister. Et elle avait besoin que ça passe par mes mains, mon cerveau. Voilà. Et je suis très heureuse d'avoir fait ce choix d'ailleurs. On le valide également, oui. Elle a une langue en tout cas, Nili. Je ne sais pas si c'est la vôtre, mais en tout cas, Nili a une sacrée langue. Alors, d'autres? Allez, Constance, hop, ça l'est. Allez, la question est difficile, je trouve, parce que outre la joie, la gratitude, effectivement, l'affirmation que le lecteur a partagé cette langue que j'ai essayé de trouver, de donner à ce qui est devenu des personnages, malgré tout, est déjà une très grande joie. Hein. J'ai déjà beaucoup de témoignages et de bouleversants, enfin, je veux dire, au-delà de tout. Donc, ça viendrait simplement
couronner ça d'une joie. Voilà, j'ai écrit très tard, je ne suis pas du tout jeune. Voilà, ce serait pour moi un signe très fort d'encouragement à continuer, même si je ne suis pas jeune et que voilà, Vous êtes moi, je un suis jeune de l'autre côté. écrivain. Moi, je suis éditrice, j'aide les gens à écrire. Je sais très bien faire pour les autres. Je suis beaucoup moins assurée pour moi-même. Donc, voilà, ce serait simplement une très belle confirmation. Et Constance, juste une chose, je montre en même temps là, cette photo très très lumineuse là, du personnage principal qui est votre père sur la photo, mais qui est un personnage de votre livre parce qu'il y a toujours une distance, comme vous disiez, c'est un roman. Il y a aussi de la poésie dans ce livre. Est-ce que parfois le roman ne suffit pas à dire et qu'il faut passer par une autre expression? Pourquoi la poésie à un moment dans le livre? Alors, il y a plusieurs raisons. Certaines sont inavouables, mais je les avoue ce soir, puisqu'on est à 2 doigts de se quitter. Bon, non, c'est simplement que j'ai des poèmes que j'ai jamais réussi à publier et que parfois j'aime bien en caser un, mais c'est pas du tout la question, la bonne réponse. Parce que la poésie, pour moi, c'est le plus haut degré en fait de concision et d'expression. J'aime la sensualité d'un Giono, par exemple, et la concentration de sensations dans une phrase. J'aime faire pénétrer le lecteur à l'intérieur d'un paysage mental. Voilà, et la poésie, pour moi, c'est l'expression la plus naturelle qui soit pour ça. Si j'avais pu et si j'avais été moins nulle en maths, j'aurais voulu créer des parfums. J'essaie de les créer avec mon expression d'écrivain, Oui. voilà, par exemple. Oui, oui, j'entends, ça s'entend dans votre livre, ça. Ça se lit. Oui, il y a l'art, il y a la sensorialité et la sensualité dans ce livre, qui est très riche. Over the Rainbow. Merci. Bon, vous êtes tous contents finalement d'être sélectionnés. Vous allez me faire un grand oui collectif. Ah, on est très très contents. Oui, et donc alors les internautes ont jusqu'au 9 juin pour voter, donc ça fait pas tant que ça. Activez les réseaux sociaux et allez-y parce que ça vaut vraiment la peine. Et ceux qui n'ont pas encore tout lu, je vous conseille vraiment. Les livres sont très différents et histoire de bien vous rendre les choses difficiles, lisez-les tous. Le résultat sera donc annoncé le 16 juin et puis on espère faire une vraie fête déconfinée à la rentrée et ça, on vous tiendra au courant. Merci beaucoup Constance Joly pour Over the Rainbow, publié chez Flammarion, on vient de dire. Nathalie. Dimitri Choubory, Le démon de la colline aux loups, au tripote. Pardon, il y a une petite trace de chocolat. Il était très bon, Dimitri. Je voulais dire, j'ai dégusté votre livre autant que le chocolat suisse de la Semeuse. D'ailleurs, je le conseille, il est délicieux au mocha, c'est fabuleux. Alfred de Montesquieu, L'étoile des frontières, que des titres magnifiques. Vraiment, je voulais vous demander d'où venaient vos titres et puis on n'a pas eu le temps parce qu'il est déjà 20h05, publié chez Stock. Un livre magnifique, un livre qui raconte l'intrinsèque de l'humanité à travers la guerre, ces loupes grossissantes comme vous nous avez expliqué, ces moments où la nuance n'est plus le vecteur possible pour exister. C'est une phrase à moitié française, ça. Isabelle Duquesnoy, mais Jean-Christophe est parti. Merci. Isabelle Duquesnoy, La Pacline ou Les mémoires d'une mère monstrueuse. Et la pauvre, est-ce que c'était vraiment une mère monstrueuse? Oui et non, et en même temps, il y a une truculence. L'histoire nous est extraordinairement proche. On est très, très proche de cette fin du XVIIIe siècle, encore aujourd'hui. Annie Lulu, La mer Noire dans les Grands Lacs. Et là, on comprend ce titre magnifique en lisant. C'était pas facile d'arriver à créer une identité et créer aussi une identité d'écrivain avec un texte qui associe des choses aussi différentes et qui en réalité procèdent du même terreau et de la même humanité. C'est un texte aussi très réussi. Je vous félicite tous parce que pour des premiers et des deuxièmes romans,
Le deuxième roman est toujours très, très casse-gueule. Le premier, c'est toujours un risque insensé. Vous êtes très courageux et vraiment, vous avez fait... Moi, je vous félicite et je suis tellement contente de ne pas voter parce que je pense que ça serait très difficile. Merci à tous. Merci à Nathalie. Est-ce que tu reprends le manche, Nathalie? Oui, moi je suis très embêtée pour voter. Enfin, toi non, mais moi oui. Donc voilà, en tout cas, donc, allez voter sur le site de notre partenaire lecteur.com qui est le site de la Fondation Orange. Je souhaite plein de choses à nos 5 auteurs finalistes. Lisez-les, allez en librairie acheter leurs livres. Dire que lundi, on fait une petite pause et on se retrouvera mardi à 19h avec Teresa Rêvé pour la nuit du premier jour paru chez Albin Michel. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle soirée et Merci un bon Nathalie. week-end tant qu'à faire.